Merci pour cette invitation. Moi, ce sera un topo un peu moins dans l'émotion, plus terre à terre, basé sur finalement le vieillissement de l'être humain, donc homme comme femme, qui est inéluctable et essentiellement basé sur les neurohormones pour expliquer les changements qu'on peut avoir au niveau de l'organisme. Et quand on parle d'organisme, c'est l'organe peau, ce sont les muscles, la répartition des graisses et puis la musculature et également la plasticité cérébrale. Je pourrais passer 1 heure sur chaque PowerPoint, donc je vais synthétiser au maximum en vulgarisant les informations médicales. Donc en gros, quand vous avez compris que le vieillissement, il était inéluctable, c'est vrai que quand on parle en philosophie de profiter du moment présent, c'est assez important. Et je reprendrai un petit peu tout ce que j'ai entendu dans ces topos, puisque je suis d'accord avec certaines choses et d'autres un peu moins. Alors, à un moment, j'ai entendu une phrase qui disait que le vieillissement, c'était avant déjà la conception. Et oui, en fait, on a découvert que les femmes, par exemple, qui mangeaient plus de viande, avaient plus de risques d'avoir un enfant qui serait diabétique de type 2 après la puberté. Mes consoeurs et confrères gynécologues travaillent de plus en plus sur une certaine vitamine B9, pas celle qu'on connaît forcément, mais une autre qui, en étant prise chez l'homme et chez la femme avant la conception, favoriserait d'éviter certains cas de fausses couches. Donc en fait, tout ça, c'est bien avant en fait la conception, donc bien avant encore la grossesse. Tout à l'heure, Madame parlait de ce que on peut supposer se passer pendant la grossesse, mais il y a tellement de choses qu'on découvre actuellement, comme le fait qu'on pensait qu'il n'y avait pas de neurones vraiment proactifs chez le fœtus, alors qu'il a déjà son goût. Souvent, on dit à nos patientes, si vous voulez avoir la paix à table, mangez vous-même de tout, parce que votre enfant, à la naissance, aura un sens plus développé. L'étude, elle est française, elle a été faite sur des nouveau-nés chez qui on avait fait des tests sur l'anis, en fait, qui était donné à la femme enceinte. Et l'enfant naissant était très propice à aimer l'anis, et c'est comme ça qu'on a découvert tout ce système neuro-hormonal. Et donc voilà, une femme qui mange varié va avoir un enfant qui aura des goûts différents et qui aimera les légumes par exemple. On a également des choses intéressantes sur ce dont vous parliez également, c'est-à-dire le fait de se chouchouter pendant la grossesse. Ce sont des enfants qui vont avoir plus d'hormones relaxantes, de produites au niveau de l'intestin et aussi au niveau du système neuronal. Il y a un axe brain-gut axis, ça s'appelle comme ça. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse grand public sur l'intestin deuxième cerveau. En fait, voilà, votre intestin qui envoie des messages au cerveau et le cerveau qui envoie des messages à l'intestin. Donc une femme qui prend soin d'elle, qui va faire des massages, qui est au calme, qui est en sérénité pendant sa grossesse, va avoir plus de chances d'avoir un enfant qui sera donc avec un gros capital neuro-hormonal relaxant. Donc encore une fois, ça se passe là pour le coup pendant la grossesse. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui est épigénétique. On en est aux prémices. Je vous invite à lire quelques petites vulgarisations sur les rapports de l'INSERM qui sont rendus publics. Donc en fait, vous avez la génétique. Donc ça, on l'a étudié même à l'école tous avec l'ADN, le patrimoine du père et de la mère biologique. Mais vous avez aussi l'épigénétique. C'est assez récent. Ça fait
des années qu'on le connaît pour les végétaux. On sait qu'ils changent de forme en fonction du bruit qu'il y a autour d'eux, par exemple, mais on ne le savait pas pour l'être humain, et c'est une découverte assez récente puisque ça s'appelle l'histone. Enfin, c'est un ensemble de protéines qui va changer en fonction de votre environnement. Si vous faites du sport, ça va changer l'ADN. Si vous faites des choses pour vous détendre, ça va changer l'ADN, d'où le principe de méditation qui peut avoir un impact en retardant les problèmes de santé. C'est encore aux prémices, mais c'est une réalité, c'est vraiment très très concret. Et donc on peut dire aussi aux gens qu'il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la génétique. C'est vrai que dans une famille, quand tout le monde a un cancer, ou dans une famille, quand tout le monde est sujet au diabète, même de type 2, pas le type 1, parce que ça c'est autre chose, on peut se dire qu'il y a, en plus de la prévention primaire et secondaire, l'environnement, donc bénéfique, comme vous pouvez l'entendre, on parlait des réseaux sociaux, avec le sport, la bonne nourriture, le bon sommeil, et puis écouter de la musique et faire des sports divers et variés, parce qu'il faut toujours faire le sport qu'on aime, mais il faut en faire. En France, on est très très mal noté sur la pratique du sport. Eh bien, tout ça va avoir un impact sur le vieillissement et sur le corps, donc évidemment, de la femme. La norme sociale du corps, eh bien, c'est aussi assez intéressant. Ma grande passion, c'est le voyage, et j'ai vraiment fait beaucoup de pays. Comme la Birmanie, enfin le Myanmar en l'an 2000, ou la Mongolie bien avant que ça devienne connu pour faire du cheval. Et c'est vrai que ça vous ouvre les yeux sur la norme sociale du corps et même le féminisme, puisque je me souviens de ma guide en Mongolie qui se foutait de notre gueule en nous disant que eux, elles étaient payées exactement le même salaire que les hommes, et ça n'est pas un pays communiste. Corrompu, oui, mais pas communiste. Donc en fait, en fonction des pays, eh bien, on sait que 2 + 2, ça fait 4, qu'on soit un homme ou une femme. Et ça fait réfléchir sur nos sociétés, donc pour le coup là, occidentales. Alors la puberté, c'est pas la même pour toutes les femmes, pour toutes les filles, les jeunes filles. Donc il y a déjà la date des premières règles qui va quand même marquer un changement au niveau de la forme du corps des femmes, avec le cycle menstruel. Et d'ailleurs, je dirais que c'est intéressant de se pardonner à nous les femmes ces changements au niveau des humeurs et du corps, puisque quand on fait de l'endocrinologie, eh bien j'ai envie de dire qu'il faut être un petit peu fataliste, puisque c'est comme ça qu'un corps fonctionne bien. Alors attention, je ne parle pas de douleur. La douleur, elle n'est pas normale, et la douleur est un symptôme qui doit vous faire aller chez le médecin pour ne plus avoir mal et comprendre d'où vient cette douleur. Mais les changements qu'on peut avoir au niveau du corps, ils s'expliquent par exemple lors du cycle menstruel. On sait, ça a été très étudié chez justement les diabétiques qui ont un traitement, les diabétiques de type 1, vous avez une tendance à l'hypoglycémie en première partie du cycle, et puis vous avez une tendance à l'hyperglycémie en deuxième partie du cycle, avec une insuline qui va être un peu plus résistante, donc qui va être un peu plus lente, et c'est pour ça que vous avez plus faim, et que parfois, alors il y a d'autres facteurs aussi, mais je résume, vous pouvez vous trouver un petit peu plus, comme on dit aux États-Unis, bloating, et vous ressentez cette faim un peu plus importante en deuxième partie de cycle. Et ça, c'est que votre cycle menstruel se passe tout à fait normalement. Vous avez après ce qu'on appelle des dysménorrhées, c'est-à-dire que votre cycle va pas toujours être complètement réglé. Ça aussi, la maman ou le papa doit amener sa fille chez le médecin pour comprendre pour quelles raisons il y a ces dérèglements, parce que ça peut avoir un impact sur l'humeur, mais qui va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire sur l'estime de soi, sur la concentration, la mémoire, et puis ce qu'elle va ressentir dans son corps. Et l'estime de soi passe aussi par la reconnaissance des parents et se sentir protégé avec des parents qui peuvent comprendre que c'est important d'aller voir un médecin, et puis après un médecin avec qui on s'entend bien entendu.
Alors, la pression sociale, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais quand on regarde un petit peu l'histoire artistique ou cinématographique, il y a toujours eu des influenceuses, finalement. Les grandes actrices en noir et blanc ont toujours été là. L'influence via la mode, etc., elle a toujours existé, et ce, de façon vraiment universelle. Et l'influence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, malheureusement, je pense que ce serait utopique de se dire tiens, on va combattre cette influence. Il faut plutôt apprendre aux femmes quelques petites notions au niveau justement de la biologie, et puis leur dire que leur corps, oui, évidemment, leur appartient, mais de se dire un peu comme un vêtement, en fait, ce qui vous va bien, c'est la chose à prendre. Et c'est un peu la même chose quand on parle de contraception. Vous avez des pilules qui vous font prendre beaucoup de poids parce qu'elle n'est pas adaptée à votre système hormonal génétique. Et ça, c'est très important. On a plein de patientes qui vous disent, par exemple, les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, qui vous disent « Ah, j'ai eu cette pilule, et là, j'ai pris 7 kilos, 10 kilos. » Donc, on voit bien là que ce n'est pas toujours la même chose, le corps pour le corps. Notre cabinet médical, ou avant, quand j'étais à l'hôpital, ça n'est pas une agence de casting pour faire la montée des marches du Festival de Cannes ou rentrer dans une taille 34 pour le défilé Chanel. Non, les femmes qui viennent nous voir, c'est parce qu'elles ont une souffrance physique, voire morale, et qu'elles ont un poids différent par rapport à leur poids de forme. C'est-à-dire, on va avoir une femme qui vous dit, bah voilà, moi je fais 1m60, je fais 70 kilos, et là, j'en fais 85. Donc, moi, je veux récupérer mon 70 kilos parce que je suis pas bien. Et aux 70 kilos, elle rentrera pas dans une taille 36, elle fera pas un concours élite, mais par contre, elle retrouvera sa pleine santé puisque ce sera son poids, finalement, le poids de forme, son poids génétique. Et nous, on ne s'occupe que de la santé. Quand on parle de mouvement de body positive, le paradoxe, j'en ai parlé dernièrement avec une de mes consoeurs dermatologues qui travaille avec moi au cabinet, et c'était fort intéressant. Elle aimait beaucoup une mannequin le style d'une mannequin qu'elle suit sur Instagram, et puis elle s'est déloguée pour quelle raison ? Je vais vous raconter ce paradoxe du mouvement body positive. En fait, c'est une mannequin qui souffre donc de psoriasis, qui est une maladie auto-immune. Il y a un traitement, il n'y a pas que les corticoïdes, il y a maintenant un très bon traitement. Et elle a eu une poussée de psoriasis, donc elle se faisait ses selfies avec du pso partout en disant voilà qu'il fallait accepter son corps comme tel. Sauf que dans le grand public, ce qu'on ne sait pas, on le sait quand on est médecin, mais on l'a appris, hein, ça s'apprend, c'est que quand vous avez une poussée de psoriasis, vous êtes à risque d'infarctus du myocarde, de crise cardiaque. Donc en fait, l'idée, ça n'est pas d'accepter son corps parce que il peut paraître dégoûtant pour l'autre. Non, c'est de se dire qu'il faut bien faire la différence entre un corps obèse qui va provoquer des douleurs, qui va provoquer des douleurs articulaires, qui va empêcher mon confrère ou ma consoeur orthopédiste à mettre une prothèse de genou dans de bonnes conditions. Et voilà, cet exemple que je viens de vous donner, le body positive, c'est-à-dire que de dire ça n'est pas contagieux, voilà, mais de dire à tous les gens qui ont du psoriasis parce qu'elle est suivie par 100 000 followers, 200 000, etc., etc., de ne pas dire la vérité, c'est-à-dire attention, quand vous avez une poussée de psoriasis, mais oui, vous pouvez aller à la piscine si ça vous pique pas le chlore, mais allez voir votre dermato pour avoir, et c'est maintenant de la dermato de ville qui peut prescrire le nouveau traitement, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème d'inflammation et de passer chez le cardiologue, au moins pour avoir un électrocardiogramme chez le médecin traitant. Donc c'est tout le paradoxe du body positive, c'est-à-dire à un certain niveau, votre maladie qui doit, comme me disaient mes chefs, devenir votre copine, votre copain, eh bien, ça n'est plus votre copine et votre copain parce que vous pouvez être dans une forme sévère, et si elle se voit, et bien sûr, le body positive ne doit pas s'arrêter à ce corps qui se voit, à cette peau qui se voit.
c'est comme une chute de cheveux, c'est pour nous un symptôme de quelque chose qui se passe également dans votre corps. Nous, on est là pour trouver l'origine, le diagnostic et vous donner le bon traitement pour que vous puissiez vous réapproprier un corps en bonne santé ou en meilleure santé ou avec une santé qui ne va pas ou avec une maladie qui ne va pas se dégrader. Vous avez différents degrés dans une pathologie et le fait de pouvoir se soigner fait que vous vous sentez mieux. Nous, notre seule reconnaissance finalement, c'est quand vous avez un patient qui vous dit « Ah ben je dors mieux, je n'ai plus de douleur de règles, je n'ai plus de fausses couches, je vais mieux, j'ai récupéré mon 70 kilos, j'en faisais 85 quand je suis venue vous voir il y a un an, etc. etc. » Et oui, je suis d'accord avec ce qu'on disait tout à l'heure, le régime alimentaire ne fonctionne pas. Il y a quelques petites règles, évidemment, comme ne pas trop grignoter. La dernière cohorte qui vient de sortir sur le fait qu'il faut dîner tôt. Et puis, bien sûr, ne pas manger trop de sucre. Ça, c'est évident. Mais après, à côté de ça, vous avez, pour la plupart du temps, des causes génétiques, même dans le syndrome de Cushing. C'est un dérèglement au niveau de l'hormone cortisol, on va dire. Eh bien, on sait maintenant qu'il y a des découvertes génétiques sur ce syndrome. Donc, ce n'est pas de votre faute, sauf si vous buvez 1 litre de coca tous les jours. Et il y a aussi la dysmorphophobie qui est de plus en plus étudiée en neurosciences parce que vous avez en effet, alors attention, toutes les femmes minces ne sont pas anorexiques, vous avez des natures de femmes minces, donc ce serait aussi mal les considérer que de se dire tiens, elle est mince, elle fait un 36, elle est anorexique. Non, c'est peut-être sa nature génétique. En tout cas, voilà, la dysmorphophobie, elle touche différentes personnes à différents moments de leur vie. C'est vraiment cette image erronée que vous avez, qui est une empreinte dans votre hippocampe et votre système limbique, qui sont des zones dans votre cerveau qu'on voit à l'IRM, où vous ne vous voyez pas de la façon réelle dont vous êtes. C'est-à-dire, vous pouvez peser 50 kilos sur la balance, et dans votre tête, vous en pesez peut-être 100 kilos, et ça peut vous amener à avoir des troubles du comportement alimentaire. Alors après, la poule et l'œuf, c'est toujours un petit peu complexe, mais c'est de plus en plus étudié, et là encore, on a une bactérie, l'Escherichia coli, qui pourrait expliquer certains troubles du comportement alimentaire. Vous avez peut-être entendu parler de greffe fécale, de greffe de microbiome. Voilà, on en sait de plus en plus, et l'INSERM travaille sur des psychotraitements à base de bactéries, et on aura des avancées, j'espère, de notre vivant pour pouvoir traiter de plus en plus de maladies avec des bonnes bactéries ou des bons virus transformés. Alors, évidemment, la grossesse n'est pas une pathologie, mais elle peut être révélatrice d'une pathologie, en ce sens qu'elle est un fort dérèglement hormonal, bien entendu. Donc, on sait très bien qu'il y a du diabète, parfois, qui se déclare au moment de la grossesse. Il faut aussi savoir que 90% des femmes qui ont eu un diabète de type 2, donc un diabète finalement gestationnel, ont du diabète dans leur famille et sont à risque à 90% d'avoir du diabète qui s'installe vraiment après la grossesse, et il faudra un traitement, bien entendu. Il y a aussi des dérèglements hormonaux qui peuvent se révéler à ce moment-là, comme des dérèglements hormonaux qui se font au niveau de la thyroïde. Et puis le changement qu'on peut avoir au moment de la grossesse peut être plus ou moins bien vécu en fonction de différents paramètres psychologiques, environnementaux, éducationnels également. Et s'il y a un allaitement ou pas, bien entendu, les hormones qu'on a pendant notre allaitement sont des hormones qui peuvent faire aussi grossir. Donc c'est tout un chamboulement hormonal qui est naturel ou qui ne l'est pas s'il y a eu besoin d'un traitement, qui peuvent aussi nous faire traiter des femmes en post-accouchement ou en post-allaitement qui veulent récupérer leur poids avant la grossesse. Et pourquoi pas, c'est possible, on a plein de choses pour ça. Alors la périménopause et la ménopause, c'est une bonne chose. En Occident, on vit longtemps.
Il y a eu des études très controversées pour ma génération de médecins, puisque ces études à l'époque qui parlaient du traitement hormonal de la ménopause étaient des hormones avec des macrodoses, donc des très très fortes doses. C'était des études qui se faisaient sur des traitements américains. Et puis c'était des hormones qui étaient proches des hormones qu'on donne pour la contraception, c'est-à-dire des hormones qui ne sont pas biomimétiques, qui ne ressemblent pas à nos propres hormones. Il faut comprendre que c'est un choix personnel, bien entendu, mais le traitement hormonal de la ménopause, il est très très intéressant parce que les œstrogènes qu'on va donner au moment de la ménopause vont pallier à la répartition des graisses qui se fait au moment de la ménopause. C'est-à-dire très naturellement, les graisses, comme les œstrogènes diminuent, les graisses qui sont plutôt gynoïdes, c'est-à-dire les fesses, les cuisses, eh bien c'est une graisse qui va aller au niveau du ventre. Et la graisse qui est androïde est une graisse qui est pro-oncogène, qui va favoriser l'apparition de cancer. C'est une graisse aussi qui va favoriser l'apparition d'hypertension artérielle et de risques cardiovasculaires, de diabète également de type 2. Donc c'est une graisse qui est finalement dangereuse et elle l'est tout autant pour nos amis les hommes. Et donc c'est intéressant de se dire que avant 6 ans, après le début de la ménopause, on peut mettre et proposer à la femme des œstrogènes ou une alternative phytothérapeutique et également pour la progestérone, parce que la progestérone elle est sédative, c'est l'autre hormone phare chez la femme et souvent les femmes au moment de la ménopause vont avoir des troubles du sommeil parce qu'il y a moins de progestérone et la progestérone prise le soir va recréer cet environnement sédatif et va lui permettre de mieux dormir. Donc c'est vrai que ça se discute bien entendu parce que cette périménopause, elle peut durer très très longtemps. On a une consoeur gynéco dans la salle, mais la périménopause, à un moment, on disait voilà, il y a l'arrêt des règles, ça dure 1 an et c'est tout. Non, vous pouvez avoir encore très très longtemps une fabrication hormonale, mais elle va être de moindre qualité et c'est à discuter en fonction évidemment aussi des éléments d'imagerie que vous avez, que ce soit l'écho pelvienne qui peut montrer des fibromes, auquel cas on pourra peut-être attendre d'en avoir moins. Enfin, il y a plein de choses qui vont se décider, mais il faut surtout se dire que c'est possible de retrouver l'énergie, parce que les femmes et les hommes aussi, quand ils viennent au cabinet, ce qu'ils veulent, c'est rester jeunes, mais quand ils vous parlent de l'énergie. Vous avez toujours des demandes farfelues. Vous avez 50 ans, vous voulez ressembler à vous quand vous aviez 20 ans. Bon, les farfelus, on peut les gérer. On les gère aussi à notre manière. Mais finalement, c'est pas la grosse demande. La grosse demande, c'est je voudrais pouvoir bien dormir comme avant, je voudrais pouvoir marcher 1 heure sans me sentir fatiguée, je voudrais pouvoir reperdre 10 kilos, 15 kilos parce que ça m'épuise et que mon cardiologue m'a dit que c'était pas bon de toute façon pour mon système cardiovasculaire. La demande, elle est généralement pas farfelue et c'est tant mieux parce que concrètement, on peut vraiment revenir en arrière. N'oublions pas qu'il y a aussi cette épigénétique. C'est un peu comme la personne qui a fumé 10 ans, qui s'arrête avant 40 ans et qui peut retrouver une courbe respiratoire en fonction encore bien sûr de plein d'autres paramètres, mais c'est toujours ce côté, il est jamais trop tard pour se faire du bien en passant chez le médecin. Et c'est pareil pour le syndrome génito-urinaire. La femme va avoir ce qu'on appelle une impériosité, c'est avant l'incontinence urinaire, c'est hyper tabou, mais tout est tabou en France et il faut avoir de la pudeur, je pense, dans la santé, mais le tabou, non, il faut pouvoir en parler au médecin parce que une fois que c'est complètement je dirais fait, on peut plus revenir en arrière.
quand on parle d'incontinence urinaire, bien avant la bandelette urinaire qui ne devrait plus se faire tellement il y a eu de douleurs après opération. Et là, par exemple, vous pouvez remettre de l'œstrogène, des œstroprogestatifs et redonner de la force aux muscles de la vessie pour éviter justement ce syndrome. Pareil pour la sécheresse vaginale qui peut avoir un impact sur la vie de la femme, bien au-delà du corps pour le corps, l'impact que ça peut avoir dans sa vie de couple et dans sa sensation d'être féminine quant à la libido également. Et le rapport sexuel, il y a du laser vaginal. J'ai certaines de mes consoeurs et confrères gynécos qui pratiquent le laser vaginal, qui est complètement révolutionnaire. C'est la même chose que pour les rides sur la peau, mais là, c'est spécifique aux muqueuses. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et la première chose aussi à faire, c'est vraiment de se pardonner, de se dire que tout ce qui se passe à ce moment-là de votre vie, c'est naturel. Comme exactement chez l'homme, tout à l'heure, la personne qui parlait finalement de parité biologique, c'est un peu ça, puisque chez l'homme, il y a de la testostérone qui diminue, 1% par an, et l'andropause, sans parler d'hypogonadisme qui peut survenir au moment de l'enfance, et là qui se soigne vraiment avec des traitements, mais la testostérone est très importante puisqu'elle va vous permettre d'avoir aussi des risques en moins de vieillissement sur exactement les mêmes domaines que la femme. Donc cette modification du corps, elle fait partie du vieillissement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très très cool par rapport à ça et plutôt être dans l'action et de se dire voilà, il y a tout ce qu'on peut faire à la maison, c'est-à-dire le sport, une alimentation plus équilibrée, moins sucrée, avec des meilleures graisses comme les fameuses oméga 3, les oméga 9, les oméga 6. Peut-être manger un petit peu moins et plus tôt le soir. Aller voir un médecin du sommeil s'il y a des troubles du sommeil pour ne pas passer à côté d'une apnée du sommeil qui se traite également. Et puis lutter contre cette graisse abdominale qui est, de toute façon, chez l'homme ou chez la femme, un gros problème. Hors contexte, grosse pathologie. Combien ? Ouais. Hors contexte, grosse pathologie. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on vous dit de faire du sport. C'est comme comprendre pourquoi on vous dit de manger des fruits et des légumes. Et 5 par jour. C'est parce que à l'INRA, l'Institut national agro, et à l'INSERM, on a calculé qu'avec ce taux de végétaux, vous allez avoir suffisamment d'antioxydants dans le corps pour stimuler l'immunité et retarder ce qu'on appelle la glycation, qui est en fait une oxydation de votre corps, une rouille qui s'installe naturellement dans votre corps, et pour aider les différents organes de la détoxification à lutter contre ce vieillissement, là pour le coup pathologique. Le sport, eh bien, ça va favoriser la synaptogénèse, c'est-à-dire que plus vous faites de sport et plus vous avez de synapses dans le cerveau, plus vous avez d'hormones de la jeunesse aussi de fabriquer la nuit dans votre cerveau, en dehors de tout ce que vous connaissez aussi pour le système cardiovasculaire, sur l'os également, puisque un sport à impact va envoyer des messages aux ostéoblastes, c'est-à-dire les cellules qui fabriquent l'os, pour fabriquer de plus en plus d'os et lutter contre cette fameuse ostéoporose, pour avoir en tout cas cet objectif de ne pas dépasser l'ostéopénie qui déjà fragilise l'os, pour éviter des fractures bien sûr, mais aussi des douleurs osseuses, puisqu'il y a des nerfs dans les os. Et après, le sport va stimuler l'immunité et vous retarder quand même de 10-15 ans parfois l'apparition d'un cancer. Donc c'est vraiment pas la même chose d'avoir un cancer à 70 ans qu'un cancer avant l'âge de 50 ans. Et les dernières études montrent que les cancers sont d'apparition de plus en plus précoce avant l'âge de 50 ans. Il y a évidemment, c'est multifactoriel, mais quand on parle d'épigénétique, le sport a un très très fort impact sur votre vie et votre corps en général. Alors, juste pour conclure, voilà, le mode de vie, évidemment, c'est cette mouvance qui a ce pouvoir
le pouvoir de la vie, de changer le corps des femmes. Certaines femmes qui étaient en couple et qui vont divorcer, certaines femmes qui se retrouvent veuves, certaines femmes qui sont aidantes. Tout ce stress, en fait, peut évidemment avoir le sujet émotionnel de la nourriture comme palliatif de la douleur psychologique, de la douleur parfois aussi physique. Donc c'est bien entendu une vraie prise en charge au sein du cabinet. Le mode de vie et ce ressenti de mode de vie, si on est en deuil, c'est quand même pas la même chose que si on ne l'est pas, bien entendu. Et le fait aussi de ne pas se sentir seul, hein, paraît-il, la solitude tue tout autant que le reste, c'est certainement vrai. Et puis la chronobiologie est un sujet très intéressant qui me tient à cœur puisque il fait partie des idées reçues, c'est-à-dire il faut se coucher tôt pour être en forme, sauf si évidemment vous êtes chronotype tard. Là, en l'occurrence, il faudra se coucher tard, mais là, j'aurais envie d'extrapoler et on ne pourra pas. Donc ça, c'est tout à l'heure, j'aurais pu faire exactement le corollaire avec quelques petites modifications, puisque chez l'homme, c'est plutôt la testostérone et chez la femme, c'est quand elle est jeune que la testostérone peut avoir éventuellement un intérêt, sauf à partir d'un certain âge. Mais c'est, voilà, quand vous faites de la biologie, vous ne pouvez être que dans la parité. Et en conclusion, voilà, c'est bien de se pardonner ces changements au niveau du corps parce que nous n'y sommes pour rien. Et quand on a envie de retrouver une belle énergie physique ou mentale, c'est toujours possible de le faire, en tout cas en Occident, à notre époque, avec tous les moyens qu'on a. Je vous remercie de votre attention. Merci docteur Dalu. Ce que je retiens, en tout cas, le fil rouge, c'est vraiment l'estime de soi à tous les âges de la